Alors j'ai 39 ans et je lis depuis l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire depuis que j'ai 6 ans. Quelque chose qui est très éloigné de la lecture au premier abord, je suis chirurgien dentiste, donc je soigne des sourires, je soigne des mots, je soigne des peurs. Et puis le reste du temps, je soigne mes propres mots et mes propres peurs en écrivant. Je pense que je suis une lectrice qui a mis beaucoup de temps à émanciper son désir de lecture. J'ai beaucoup lu académiquement, c'est-à-dire qu'à l'école, quand on me donnait des livres à lire, je les lisais. J'appréciais ces lectures, mais ça pouvait être autant, alors au collège, au lycée, les lectures qui étaient les lectures imposées. J'avais toujours grand plaisir à lire, et j'ai toujours beaucoup aimé mes cours de français, notamment j'avais une prof de français que j'ai eue pendant 3 ans de suite, que j'ai pourchassée une fois que Grande Section était sortie, était publiée, pour la retrouver, lui envoyer, la remercier. Et je l'ai retrouvée et elle est venue à la signature. C'était un moment extrêmement émouvant. Donc je pense que le plaisir de la lecture est vraiment né à ce moment-là. Mais je ne savais pas choisir mes lectures. Je n'avais aucune propension à la liberté de choix d'écriture. C'était très difficile pour moi. Je ne rentrais pas dans les librairies parce que j'ai toujours eu une espèce de peur complètement incompréhensible des libraires, qui pour moi étaient de vrais intellectuels et je n'en étais pas, donc je n'osais pas y aller. Et je me souviens qu'adolescente, ma mère une fois m'a dit qu'adolescente elle-même, elle adorait le livre Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai lu, qui m'a provoqué une émotion de lecture extrêmement forte. Mais je n'ai pas su à ce moment-là aller par exemple rechercher tous les livres de Daphné du Maurier, ce que j'aurais peut-être fait aujourd'hui pour essayer de tout lire. Et puis ensuite, chronologiquement dans ma vie, j'ai choisi une vie plutôt scientifique, des études scientifiques. Et là, j'ai beaucoup lu, mais alors des choses qui ne sont pas du tout littéraires. Ma Bible, quand j'étais étudiante, s'appelait La Cellule. Et donc, ça parlait de noyaux cellulaires, de mitochondries, d'ATP, d'ADN. J'ai gardé un attrait assez fort pour tout ce qui est génétique, biologie. C'est assez fascinant pour moi l'être humain vraiment dans son enveloppe charnelle pure. Après avoir fini mes études de dentisterie, j'ai fait une licence de psychologie. Donc là, je me suis mis à lire plein de bouquins de psycho. Donc encore une fois, c'était dans mon exercice vraiment d'éducation, de formation, mais je n'avais toujours pas de liberté. J'étais vraiment guidée par ce qu'on m'imposait en termes de lecture. Je pense que j'avais un surmoi de lecteur beaucoup trop fort. Je n'avais pas du tout la possibilité de m'échapper et de choisir ce que je voulais lire. Et en réalité, je pense que j'ai acquis ma vraie liberté de lecteur au moment où mon premier roman a été publié, en ayant la possibilité d'écrire ce que je voulais, c'est-à-dire d'acquérir cette liberté avec l'écriture. J'ai ouvert la porte à la liberté aussi d'être le lecteur que je voulais. Je me suis rendu compte qu'il existait finalement une offre infinie, pléthorique de livres et que j'avais le droit en fait de choisir ce que je voulais. Et donc maintenant je lis par choix, je lis un peu comme j'écris par phase un petit peu pulsionnelle. J'ai une passion immodérée pour les livres de Modiano. Et puis par ailleurs, par exemple le dernier livre que j'ai lu c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Et ce livre m'a été recommandé, mais quasiment comme imposé par mon attachée de presse, Laurence Barrère, que j'aime beaucoup, et qui m'a juste dit « il faut que tu lises ce livre ». Et elle me connaît tellement bien que je savais qu'elle ne pouvait pas se tromper. Et en lisant tout le long de la lecture de ce livre, j'ai été fascinée par l'idée qu'elle puisse aussi bien me connaître et qu'elle puisse me conseiller aussi bien un livre. Et du coup, maintenant, je suis en train de lire La Moustache en ce moment. C'est-à-dire que ça y est, j'ai démarré mon cycle d'obsession. Donc, je vais pouvoir partir sur Emmanuel Carrère. Alors, mon livre marquant, c'est Dans le café de la jeunesse perdue de Patrick Modiano. Je pense que ce n'est pas forcément le plus connu. Et il a été marquant pour moi parce qu'il m'a habité pendant de longues heures, de longues semaines, et il y fait encore complètement partie de moi. Dans le café de la jeunesse perdue, c'est un livre qui raconte une tranche de vie d'une jeune femme
s'appelle Louki et qui est raconté en 4 parties par 4 narrateurs différents. Mais ça n'a rien d'un roman choral. On n'est pas du tout sur 4 points de vue différents. On est, je pense, sur 4 facettes de la personnalité de Patrick Modiano. On est, je pense, 4 fois Patrick Modiano. Et j'ai été complètement submergée par la capacité d'écrire 4 personnages différents qui sont finalement 4 pans de la personnalité qui cohabitent chez l'auteur. Louki a eu une adolescence difficile. Elle a du mal à rentrer dans l'âge adulte. Elle est rongée par les difficultés du passé. Et alors qu'on assiste à un éveil d'amour et on espère que justement tout cela est derrière elle, elle se défenestre. Et le livre étant sorti il y a une dizaine d'années, je connaissais l'issue, donc je n'ai pas été étonnée de l'issue, mais j'ai été profondément choquée de l'issue, bien que j'avais connaissance de ce qui allait se passer. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce livre complètement extraordinaire, c'est-à-dire que je l'ai commencé en sachant que j'allais lire l'histoire d'une fille qui se défenestre, et tout le long de la lecture, j'espérais qu'elle ne le fasse pas. Et j'ai pensé que peut-être elle ne le ferait pas. Parce que c'est celui qui m'a le plus hantée. C'est un livre sur lequel je ne peux pas mettre de mots comme si je faisais une fiche de lecture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres que je peux résumer facilement, aisément. Il y a des livres, voilà, je peux raconter une histoire, je peux raconter un déroulement, je peux faire une fiche de lecture. Pour moi, ce livre, il est inqualifiable. Il n'y a pas... L'histoire, elle est tellement dépendante de ce que le lecteur va lui-même avoir en lui, de sa propre histoire, de ses propres démons. Ce qui m'a fascinée aussi, c'est l'aspect vraiment très introspectif et très psychanalytique dans l'écriture. Il y a des personnages qui, pour moi, sont très clairement assimilables à des éléments assez forts de la psyché, notamment dans le livre, il y a Guy Devers, qui est une espèce de guide adulte, qui, à mon sens, mais c'est mon sens de lectrice, est une très bonne représentation du surmoi. Il est là pour essayer de tempérer, il est là pour essayer de guider. Il va guider le dernier narrateur, Roland, quand il le recroise plus tard dans le futur. Il va lui demander s'il écrit encore. Et il va lui conseiller un peu de continuer à écrire. Et je trouve que cette espèce de récurrence dans les livres de Modiano, de cette espèce de personnage qui, on ne sait pas trop s'il fait des séances un peu de sciences occultes ou de littérature, on ne sait pas exactement. Donc, cette espèce de personnage hyper flou dans un brouillard qui, malgré tout, est un guide, et un guide pour plusieurs des personnages du roman. Dans celui-ci, je l'ai trouvé encore plus fort dans son rôle de surmoi. Ça m'a vraiment marquée. J'ai un extrait à lire. Donc Roland, qui a été le dernier amour de Louki, se souvient d'elle. Et il nous dit « Encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre le soir une voix qui m'appelle par mon prénom dans la rue. Une voix rauque. Elle traîne un peu sur les syllabes et je la reconnais tout de suite, la voix de Louki. Je me retourne, mais il n'y a personne. Pas seulement le soir, mais au creux de ces après-midi d'été où vous ne savez plus très bien en quelle année vous êtes, tout va recommencer comme avant. Les mêmes jours, les mêmes nuits, les mêmes lieux, les mêmes rencontres. L'éternel retour. Non. Cet extrait, je trouve que il a une force incroyable dans sa capacité à montrer que les êtres qui ont disparu ne nous quittent jamais. Et en ça, je le trouve extrêmement touchant et extrêmement beau parce que c'est dit avec tellement de délicatesse et tellement de distance que je pense que seuls ceux qui ont perdu peuvent saisir à quel point
ce sentiment d'avoir tout près de soi celui qui nous a quittés, celui qui est parti, est quelque chose d'extrêmement intense et d'inqualifiable. C'est juste merveilleux. La vie terrestre, c'est un ensemble de règles et de lois qu'on doit respecter et que on cherche toute sa vie à acquérir une certaine liberté et qu'il n'y a que par les arts qu'on l'acquiert et que l'art de lire est tellement facile d'accès qu'il ne faut pas s'en priver. Il faut y aller. Merci à toi, Jenna.